Stanislas Cotton, vous avez dit un jour, il faut être naïf pour écrire du théâtre. On pourrait développer un peu de quelle naïveté il s'agit? Mais c'est... En fait, je ne suis pas certain que ce soit le bon mot, mais c'est celui qui était le plus proche de ce que je voulais exprimer par rapport à ça. C'est une espèce d'innocence, mais c'est pas non plus ça. C'est de l'innocence et de la générosité, je pense. Une espèce de réception du monde, c'est-à-dire d'être un récepteur du monde et relivrer un regard avec énormément de simplicité, je dirais, d'une certaine manière. Et le mot naïveté est peut-être pas toujours très bien compris, mais c'est cet ordre de choses que j'ai voulu exprimer par là. Est-ce que ça veut dire que le théâtre serait un langage intempestif? Oui. J'aimerais bien que ce soit intempestif dans le sens où il faut que ça secoue, que ça... Je pense d'ailleurs que le théâtre a toujours secoué dans la mesure où il est une espèce de traduction du monde dans lequel vivent les auteurs depuis la nuit des temps, et cette espèce de prunier ou secoué est là pour... si seulement le théâtre pouvait éveiller, réveiller, provoquer des petits changements dans le quotidien paresseux de la plupart des gens, enfin dans le quotidien paresseux dans lequel on est plongé, si ça ne sert qu'à ça, que ça serve à ça. Mais c'est vrai alors que sur le plan de ce qu'on appelle la forme, on sent que vous avez des exigences qui sont lisibles, visibles, audibles immédiatement. Une langue de théâtre, pour vous, c'est pas la langue de tous les jours. Non. Je pense que la réalité n'a aucun intérêt au théâtre. Le théâtre, c'est fait pour faire rêver d'abord. Je pense que il faut pas oublier que c'est du plaisir. C'est avant tout du plaisir, je pense. Même si c'est très sérieux, si je conçois que c'est très sérieux, c'est d'abord du plaisir. Et c'est vrai que ma première préoccupation est de m'éloigner le plus possible de tout ce que le spectateur connaît. C'est-à-dire, bon, j'ai des outils. Mes outils, c'est trouver des noms de personnages qui sont improbables. Dans le texte que Pietro a lu, le personnage s'appelle Alcidias Patapon. Je veux dire, c'est le spectateur qui rencontre ce personnage, il est tout de suite... il dit, bon, ça va, j'ai rien à voir avec lui, moi. La deuxième chose, c'est d'essayer de n'introduire aucun repère connu. Je ne cite jamais, par exemple, Bruxelles ou la Belgique, ou un personnage connu, ou un événement directement. J'essaye de retraduire les choses. Et puis, l'autre outil, c'est une forme poétique aussi, qui, je pense, est quelque chose d'extrêmement accessible, je dirais. La poésie, en fait, au théâtre, j'ai l'impression que ça permet au spectateur d'appréhender ce qu'il découvre selon sa perception, enfin selon ses connaissances, ça lui permet d'interpréter librement. On ne lui met pas quelque chose de fermé devant lui. Et donc, avec ces outils-là, j'essaye d'emmener petit à petit le spectateur, et j'espère que tout à coup, il va se retrouver nez à nez avec ce qui se passe, ou le personnage qu'il a été amené à découvrir, et se mettre tout à coup à se dire « Ah, mais en fait, est-ce que c'est pas un petit peu moi qui suis là, ou est-ce qu'on ne veut pas me faire comprendre ça ?» J'essaye de travailler comme ça. Voilà. Pour appliquer ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'un de vos titres les plus connus, que Le sourire de Sagamore. Sagamore est effectivement un de ces noms incongrus, comme vous les affectionnez. Prenons cette pièce-là, par exemple. Cette pièce, elle parle de la société du profit, la société de la réussite, la société de l'excès, et en même temps, elle nous raconte une révolution intérieure. C'est une pièce très ambitieuse. Quels sont les problèmes spécifiques à l'élaboration d'un texte comme celui-là?
Je ne sais pas s'il y a de véritables problèmes à l'élaboration d'un texte comme ça. Je suis très intuitif dans ma manière de travailler. Donc, je pense que quand j'ai une idée, j'ai tous les éléments. J'ai tous les éléments, je sais ce qui va plus ou moins se passer, je ne sais pas dans quel ordre. Et je dirais que je me laisse porter. Une fois que j'ai mes noms de personnages, j'ai le nom, le premier nom, le nom du héros. Le nom du héros, tant que je ne l'ai pas, je ne peux pas écrire. Quand j'ai son nom, que je l'ai écrit sur le papier, tout à coup, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se libère. Et la chose se construit. Je crois s'il y a des choses qui se passent dans le sens où, pour l'élaboration de Sagamore, il y a eu des discussions avec Christine Delmotte, puisque c'était une commande, et je n'ai pas écrit du tout ce qu'on avait eu dans nos discussions, mais il y a eu, disons, un approfondissement de ce qui... une étude de ce qui pourrait y avoir dans une telle pièce, un parcours initiatique, partir d'un point noir pour aller vers un point un peu plus clair. Sinon, le processus, l'écriture en elle-même du texte, c'est toujours une chose très dure, je pense. Toute personne qui écrit sait très bien, comprendra ce que je veux dire. C'est que le processus d'écriture est quelque chose d'épuisant, quelque chose qui va très, très, très profondément en nous. On extirpe cette matière de mots, on extirpe le sens, et c'est une forme, c'est une épreuve d'écrire. Je pense que tous les arts sont des épreuves. Il y a une épreuve, une fatigue. C'est un vrai travail. Et c'est en même temps un énorme plaisir, quoi. On sent que vous cherchez un équilibre entre un texte, qui soit texte, parce que à lire vos pièces, on y trouve déjà une grande jouissance, même sans les entendre. Mais dès qu'on les entend, on sent qu'ils sont porteurs d'autre chose, que la représentation les enrichit. C'est sans doute la connaissance intime du théâtre en tant que pratique qui vous aide à ça. Le texte est à la fois achevé et inachevé. Comment est-ce qu'on préserve cette disponibilité du texte, même s'il est travaillé au point où il est travaillé? Mais je crois que c'est justement d'abord un état d'esprit. La première chose, c'est d'avoir cet état d'esprit. Je pense que le texte de théâtre n'est jamais fini. Et je pense qu'il est très important de laisser les portes ouvertes, de permettre à un metteur en scène et à des comédiens de faire leur écriture, de faire leur partition sur la chose. C'est pour ça que je dis que c'est un art collectif, en fait. C'est très important de garder, que chacun ait sa place. Je pense que le théâtre, c'est aussi un métier qui demande l'humilité. Et c'est peut-être une des premières conditions de ce métier-là, pour le faire convenablement. Et donc... L'humilité vis-à-vis de qui, de quoi? Vis-à-vis du théâtre, vis-à-vis de soi-même aussi, je veux dire. On a, il faut travailler sans... prétendre posséder quelque chose, une vérité ou une manière de faire ou une pensée. Il faut travailler, on n'a jamais fini, on est tout le temps en chemin. Et donc, ça implique, je pense, je vais reprendre le mot devoir, que je n'aime pas, mais je ne trouve pas il y a un devoir d'humilité, oui. Pour rester disponible, ouvert, réceptif à ce qui nous entoure. Et jamais, je pense, de ma vie, je ne me dirais que quand je termine un texte, qu'il est figé. Chaque fois qu'une pièce a été montée, j'ai toujours discuté avec les gens pour qu'on se mette d'accord sur le sens, sur ce qui est écrit. Et puis j'ai toujours dit, et maintenant surtout, travaillez, et si quelque chose vous dérange, vous m'en parlez, je suis ouvert
Je ne vois pas pourquoi un auteur ne se tromperait pas. L'épreuve de la scène, ça fait découvrir, ça peut faire découvrir des erreurs. Donc, il faut garder cet état d'esprit. C'est peut-être ma règle fondamentale par rapport à ce métier-là. La pièce par laquelle, je crois, le plus de gens vous ont vraiment découvert, c'est le Bureau national des halogènes. Oui. Je crois que là, la question de l'urgence, enfin, l'urgence du thème, s'est imposée peut-être plus clairement qu'ailleurs. Oui, je dois dire, j'ai pas tellement... Enfin, c'est un coup de colère encore. C'est souvent... C'est toujours des coups de colère. Le moteur du fond, c'est la colère. Et oui, c'était 99, les premières questions de régularisation des étrangers, etc. Et c'est devenu absolument vital pour moi d'écrire quelque chose sur cette problématique-là en essayant de ne pas prendre parti, en essayant d'aller vers l'être humain, simplement de montrer des êtres humains qui n'arrivent pas à se rencontrer. Et sans dire que l'un a raison, que l'un ou l'autre a raison ou tort. Et je pense que c'est ça qui a touché les gens. Est-ce que vous êtes un expérimentateur? Est-ce que vous vous sentez à imaginer des concepts? Parce que chacune de vos pièces est un concept dramaturgique. Comme si vous mettiez en regard un problème, une question, une terreur ou une horreur quelquefois, et que vous vous disiez dans quelle grille est-ce que je peux le faire passer et qu'est-ce que ça donne? Comme si vous étiez dans un laboratoire. D'une certaine... Peut-être. Je ne voudrais pas qu'on me mette cette étiquette-là, parce que je pense que c'est pas totalement vrai. Mais j'essaye chaque fois de trouver effectivement le module dans lequel je vais pouvoir faire passer une thématique. Il y a je pense j'essaie je pense de remettre en question chaque fois ce que je pense connaître de la scène. J'essaye ça. Et bon, c'est pas évident. Je pense que c'est... Je vois, j'ai écrit 3 monologues qui sont un peu bâtis sur le... Non, et encore, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'allais dire qu'ils étaient bâtis sous la même... un peu selon la même construction, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que ne fût-ce que dans le corps de la langue, la succession des événements, il y a toujours des dimensions différentes, des niveaux... Donc je ne sais pas, peut-être que je suis un explorateur. En tout cas, j'aime bien découvrir. Donc peut-être que dans l'écriture, je suis aussi en recherche perpétuelle, disons, peut-être.